Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour, chers élèves. Bienvenue en classe sur leur thème. Le cours que je m'avais vous présenter ce matin est un cours de 11e sciences, SVT, de l'enseignement secondaire général, lycée. La leçon, c'est le concept 3, transformation de la matière et flux d'énergie chez les êtres vivants. Nous allons voir ici le premier sous-concept de cette leçon, c'est-à-dire la nutrition minérale d'un végétal chlorophyllien. Vous avez là le plan du cours. Ce cours comporte deux grands points. Le premier point, la plante et l'eau. Le second point, l'absorption des ions et du carbone. La nutrition minérale d'un végétal chlorophyllien. Le sol est pour le végétal la source essentielle d'eau et de sels minéraux. 1.1. La plante et l'eau. Plusieurs expériences permettent de montrer que la plante absorbe de l'eau. Regardez ici, vous avez une expérience, il y a le début de l'expérience et il y a la fin de l'expérience. Au début de l'expérience, dans un flacon, un pied de plante est plongé, et le flacon est rempli d'eau et la plante est maintenue par un support. Au début, le flacon est plein d'eau. Regardez l'expérience au début de l'expérience, le niveau de l'eau, et en fin d'expérience, il y a cette partie blanche là qui constitue une partie, la baisse des niveaux. Donc l'eau a quitté ici pour descendre à ce niveau-là. Donc ça veut dire que la plante a absorbé cette partie manquante. Donc on peut conclure que la plante absorbe de l'eau. Mais quelle partie de la plante absorbe l'eau? La partie qui est plongée dans le flacon, c'est ce qui absorbe. Donc c'est les racines. Nous avons encore une autre expérience maintenant. C'est une expérience qui permet de mesurer la quantité d'eau absorbée. C'est une expérience au début et la même expérience à la fin. Un pied de plante herbacée est plongé dans un flacon contenant de l'eau. Il y a un tube de remplissage, un tube capillaire le long duquel se trouve une règle graduée. Et le tube capillaire contient un liquide coloré. Il y a la règle graduée pour marquer la variation des niveaux. Donc, au début de l'expérience, temps T0, alors, regardez en T0, on est à 2. La règle graduée marque 2. Donc, à la fin de l'expérience, T1, donc on est à 6. Donc, il y a eu un déplacement de l'index de 2 à 6. Donc, de 4 cm, le liquide coloré s'est déplacé dans le tube gradué. Donc cela montre qu'il y a eu une partie manquante de l'eau, que l'eau a été absorbée par la plante. Et cette expérience permet de faire des mesures de volume d'eau absorbée par une plante. Ici, des structures adaptées à l'absorption. Nous avons 5 flacons A, B, C, D et E. Cette expérience, c'est l'expérience de Rosen. Alors Rosen a fait cette expérience pour mettre en évidence, pour savoir exactement dans l'absorption de l'eau, quelle est la structure de la plante qui est spécialisée dans cette partie, dans l'absorption de l'eau. Donc, le premier tube à essai, c'est le tube A. Là-bas, le pied est planté dans le tube. A contient de l'eau et le support. Donc, de l'eau, le support qui permet de maintenir, le pied. Donc, il n'y a que dans ces tubes de l'eau et le support.
dans les autres tubes B, C, D, E, il y a en bas l'eau surmontée d'une couche d'huile et ensuite le support. Donc, A représente alors un tube témoin. C'est l'expérience témoin qui montre, et vous regardez, le niveau d'eau a baissé un peu. La partie claire représente l'eau qui manque, dont la plante a absorbé cette partie manquante. Donc, ça confirme l'expérience précédente que la plante absorbe de l'eau. Et ici, l'absorption se fait à partir des racines. Maintenant, le schéma, le tube B, vous voyez encore que le niveau d'eau a baissé. Ça, c'est la couche d'huile. Ça, c'est l'eau. C'est la zone pilifère de la plante qui est plongée dans l'eau. Donc, zone pilifère et coiffe sont plongées dans l'eau. La tige est dans la partie couche d'huile. Donc, on remarque qu'il y a baisse des niveaux d'eau. On peut dire encore que la plante a absorbé l'eau. C'est pourquoi le pied est resté dressé. Donc, les cellules sont turgescentes, ce qui donne un état dressé de la plante. C'est l'expérience suivante. Ici, nous avons la couche d'huile. Donc, la zone pilifère se trouve dans la couche d'huile. La coiffe seulement est dans l'eau. La tige est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a pas de vide. Le niveau d'eau n'a pas baissé. Donc, on peut dire que la plante n'a pas absorbé de l'eau ici. Cette expérience peut nous amener à dire que c'est cette zone de la racine, la zone pilifère, qui se trouve ici plongée dans l'eau, dans l'huile, n'a pas eu à absorber de l'eau. Donc, ce qui entraîne la fanaison. Les cellules sont plasmonisées parce qu'il y a manque d'eau. L'état du pied est fané. Donc, c'est la fanaison qui est remarquable ici. Maintenant, en D, le dispositif est fait de telle sorte que la racine est courbée, mais en maintenant la zone pilifère dans l'eau. La coiffe est retournée vers la couche d'huile, ainsi que la tige, et on constate ici une baisse des niveaux d'eau. Il y a un vide qui est là. Le pied est dressé, bien dressé, les cellules sont turgescentes, donc la plante a gagné de l'eau ici. La plante a absorbé de l'eau. Donc on peut déjà là comprendre que c'est la zone pilifère. La zone pilifère, c'est la zone de la racine. La partie de la racine où il y a les poils absorbants. Donc c'est les poils absorbants qui sont spécialisés dans l'absorption de l'eau. Le dernier tube, alors c'est celui-là, où encore la racine est recourbée de sorte que la zone pilifère se trouve dans la couche d'huile. Une partie de la tige est dans l'eau, la coiffe également est dans la couche d'huile. L'état de la plante, vous voyez, la plante s'effane, le pied s'effane, les cellules sont plasmonisées, donc n'ont pas gagné de l'eau, donc il n'y a pas eu absorption de l'eau. Donc de là, on peut déduire que la plante absorbe de l'eau par sa racine, mais surtout particulièrement au niveau des poils absorbants. Voilà donc ce que voulait nous montrer Rosen. Donc la plante absorbe de l'eau essentiellement par ses racines et plus précisément par ses poils absorbants. Un poil absorbant est une cellule allongée qui peut atteindre 1 mm de longueur sur 0,01 mm de diamètre avec une très grande vacuole. Maintenant, vous avez ici deux schémas. Le premier en haut, c'est le schéma d'une racine. Donc la racine comprend de haut en bas la zone subéreuse qui est ici brunâtre, en bas la zone pilifère, c'est-à-dire la zone où il y a les poils absorbants, c'est ce qu'on appelle la zone pilifère, et en bas la coiffe qui comprend une zone de croissance apicale, le méristème. Maintenant en bas le schéma d'un poil absorbant. Donc comme toute cellule, le poil absorbant est
constituée de... La cellule du poil absorbant est une cellule formée de 3 constituants fondamentaux, comme vous le constatez ici. La paroi squelettique, ici c'est la paroi squelettique. Ensuite, le cytoplasme, et là, le noyau. Donc, la vacuole est très, très développée. L'intérieur, là, est occupé par la vacuole. Donc, elle absorbe de l'eau, c'est ce qui est indiqué par la flèche ici. L'eau rentre et se trouve maintenue dans la vacuole. Voilà comment se présente un poil absorbant. Donc, c'est un élément, une cellule qui peut absorber beaucoup d'eau. Maintenant, nous avons ici le mécanisme cellulaire de l'absorption. C'est la coupe longitudinale des racines et des poils absorbants. Observez, la flèche rouge en haut indique le trajet de l'eau des ions. Revenez en bas. Cette partie constitue l'écorce. Jusque là. L'écorce, c'est là. Donc, c'est ça, la partie corticale de la racine. Et ici, le cylindre central. Donc, observez, regardez les variations, les chiffres là, les valeurs marquées, 0,7, 1,4, 1,5, 2,1, 2,8 sont des valeurs de pression osmotique dans les différentes zones. Donc, au niveau des poils absorbants, la pression osmotique est de 0,7. Vers l'assise pilifère, c'est de 1,4. Et ainsi progressivement, juste vers l'anoderme, la partie centrale, 2,8. On voit une progression arithmétique au niveau de la variation de la pression osmotique. Et on constate que l'eau se déplace également de l'extérieur, de la zone pilifère des poils absorbants vers le reste de la racine. Et ce transport se fait suivant un gradient de concentration décroissant. Donc, qu'est-ce que le gradient de concentration? 1,4 est supérieur à 0,7. Ça veut dire que la force de succion, d'aspiration de l'eau est plus élevée au niveau de 1,4 que par rapport à ici. Donc là où la force de fusion est grande, c'est là que l'eau est aspirée. Et ainsi de suite, ça progresse jusqu'à ce niveau. Donc c'est pourquoi on peut dire que le déplacement de l'eau se fait ici suivant un transport passif. Un transport passif, j'allais dire. Donc, qui n'exige aucune dépense énergétique. Donc il y a ici l'assise pilifère et le parenchyme amylifère, ce qui forme les deux qui forment l'écorce. Donc on peut dire qu'au niveau de l'écorce, le déplacement de l'eau se fait suivant un transport passif qui n'exige aucune dépense énergétique parce que ça se fait suivant un gradient de concentration décroissant. Mais le phénomène contraire se produit au niveau de la zone du cylindre central. On est à 1,7 ici et 0,9. Pourtant, c'est le même sens, la même direction, le même sens de déplacement de l'eau. Donc, ici, la pression osmotique est élevée, la force de succion est grande et malgré tout, l'eau doit quitter ici pour venir ici. Donc, ça ne peut exiger qu'une autre impulsion extérieure qui ne se fait pas sans débauche d'énergie. C'est pourquoi ce déplacement ici à ce niveau demande une dépense énergétique. Un type de transport qui se fait contre le gradient de concentration est appelé transport actif. Et c'est ce qui se passe au niveau du cylindre central. Donc voilà comment on peut résumer cette expérience.
Maintenant, la différence de pression osmotique est le moteur de l'absorption racinaire. Les poils absorbants absorbent de l'eau. Si leur pression osmotique est supérieure à celle de la solution du sol, ils deviennent turgescents et la plante se dresse. C'est l'endosmose. Ils perdent de l'eau si leur pression osmotique est inférieure à celle de la solution du sol. Ils deviennent plasmodisés, c'est l'exosmose. Donc, voici les deux phénomènes qui se retrouvent dans l'osmose. La plante alors se fane. Des poils absorbants à l'endoderme, l'eau circule de manière passive selon la loi de l'osmose. À partir de l'endoderme, la progression nécessite une dépense énergétique. C'est un transport actif. Donc on va profiter pour rappeler un peu ce que c'est que l'osmose. L'osmose est la diffusion de l'eau à travers une membrane semi-perméable qui ne laisse passer que l'eau, séparant deux milieux à que de concentrations différentes. Donc c'est la traversée de la membrane par l'eau, suivant un gradient de concentration. Donc, dans ce cas, la progression nécessite une dépense énergétique, je disais, c'est le transport actif. L'absorption varie avec certains facteurs. La concentration du milieu extérieur, la lumière, la température et l'oxygène. Maintenant, voilà une autre expérience qui nous montre qui va nous permettre de comprendre la perte d'eau au niveau des feuilles. Ici, c'est la perte d'eau au niveau des feuilles. Mais la plante ne perd pas l'eau seulement au niveau des feuilles. La perte d'eau peut se situer à d'autres niveaux. Par exemple, il y a la transpiration cuticulaire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est par exemple ici le schéma d'une expérience montrant le rôle des feuilles dans la transmission, dans la transpiration. Donc ici, il s'agit d'une transpiration foliaire. C'est la transpiration foliaire qui est plus importante par rapport aux autres niveaux de transpiration. Donc l'expérience montre deux peaux. À gauche, un pied dépourvu de feuilles. À droite, un autre pied avec beaucoup de feuilles. Les deux pieds sont dans un sac en plastique. Et qu'est-ce qu'on remarque à un moment? On remarque qu'il y a des gouttelettes d'eau qui se déposent sur la paroi du sac plastique. Mais à comparer ces gouttelettes d'eau, à gauche, il n'y a que quelques gouttelettes en minorité, alors qu'à droite, pratiquement toute la paroi du sac plastique est recouverte par ces gouttelettes d'eau. Donc on peut alors comprendre que c'est les feuilles qui dégagent l'évaporation de l'eau se fait à partir des feuilles. Donc une partie de l'eau est absorbée par la plante et rejetée sous forme de vapeur d'eau au niveau des feuilles, comme on l'a vu. C'est la transpiration. La transpiration s'effectue au niveau des feuilles par des structures appelées stomates. Un stomate est constitué de deux cellules stomatiques accolées en forme de haricot. Elles sont riches en chloroplastes. Elles laissent entre elles un orifice ou ostiole de dimension variable. La transpiration est régulée par les stomates qui s'ouvrent en atmosphère humide et se ferment en milieu sec et à l'obscurité. C'est au niveau de la tige que les deux types de sève circulent. La sève brute par le xylème et la sève élaborée par le phloème. La circulation de la sève brute est due à la poussée radiculaire et surtout à la transpiration foliaire qui crée une aspiration de la sève. Donc, second point, l'absorption des ions et du carbone. 1.2.1. L'absorption des ions minéraux. Besoin, absorption. Donc, nous allons voir d'abord en A les besoins. Donc, des études expérimentales sur le terrain ou au laboratoire ont permis de déterminer les éléments chimiques nécessaires au bon développement d'une plante. Deux méthodes sont ainsi utilisées. Première méthode, la méthode analytique.
Si un élément est présent dans un tissu, c'est que la plante en a besoin. Si un élément est présent en plus grande quantité qu'un autre, c'est que la plante en a plus besoin que l'autre, le premier. Donc, l'analyse chimique du végétal donne le bilan des éléments qu'il contient. Le végétal est calciné, ses cendres sont analysées et grâce à des expériences de mise en évidence réalisées avec différents filtrants, avec des réactifs appropriés, on peut mettre en évidence la présence d'un certain nombre d'éléments minéraux. Donc, certains de ces éléments ici, certains de ces éléments minéraux constituent environ 99% de la matière sèche de la plante, comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le phosphore. Donc, ces éléments sont les macro-éléments. Ils sont représentés en quantité importante. Il y a des éléments minéraux qui constituent environ 1% seulement des matières sèches de la plante, comme le manganèse Mn, le fer Fe, le cuivre Cu, etc. Ce sont des micro-éléments ou oligo-éléments. Donc cette analyse est assez grossière car rien ne prouve en effet que l'élément minéral trouvé dans la plante lui soit utile. De plus, un élément minéral absent de l'analyse pourrait aussi être utile à la plante. Donc, pour être édifié, alors il faut passer à une autre méthode, la méthode synthétique, qui permet maintenant de connaître le rôle de ces éléments-là, de chaque élément dans la plante. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On procède à une culture des plantes, alors dans des milieux nutritifs variés. On va voir le schéma après. On recherche la croissance optimale de la plante en changeant la composition du milieu. On procède par tâtonnement en recherchant les éléments indispensables à une croissance normale, optimale de la plante par effet de sa suppression. Donc, on essaie d'éliminer, de supprimer un élément pour voir ses effets sur le développement de la plante. Les physiologistes, Knoop et Sachs, ont proposé des solutions qui donnent satisfaction. Voilà, ici, la culture d'une plante, des plantes sur liquide de Knoop ou sur milieu carencé. Donc, on peut dire sur le milieu nutritif complet ou sur le milieu nutritif carencé. Donc, de gauche à droite, nous avons les tubes, les pots notés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, c'est le liquide nutritif de Knoop, le liquide nutritif complet. 2, sans azote. 3, sans phosphore. 4, sans calcium. 5, sans potassium. 6, sans magnésium. Et 7, sans fer. Donc, on essaie d'éliminer un élément dans la composition complète pour voir son effet sur la croissance de la plante. Donc, c'est ce qui permet de voir ces différents niveaux de développement du pied de maïs ici. Donc, vous voyez, en 1, le milieu nutritif est complet, tous les éléments nécessaires sont existants, la plante a un développement normal attendu. Et ces niveaux de développement varient suivant l'élément manquant et dans les autres flacons. Qu'est-ce qu'on peut constater? À la fin, en 7, alors la plante est assez développée par rapport aux autres là. Et un peu mieux en 3, ensuite 2, et un pied très nain qui n'a presque pas pu se développer dans le tube, dans le flacon 5. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer
comme conclusion? Il y a une remarque. En 1, la plante s'épanouit aisément. Le développement est normal. En 5, on a le minimum de développement. Donc, on peut dire que l'élément manquant en 5 est très important pour le maïs, pour le développement du maïs. C'est le potassium. Donc, le potassium doit être un élément dominant pour le maïs dans la nutrition. Et au dernier flacon, où il manque le fer, on a vu que ça n'a pas eu de répercussions, une grande répercussion sur le pied. On peut dire alors que le fer est un élément utile, mais par rapport aux autres, son importance est assez minime. Ça n'handicape pas beaucoup le développement de la plante. Donc, ici, à partir de cette expérience, on peut connaître l'utilité, l'importance de tel ou tel élément. Et cela peut continuer depuis la sémence jusqu'à la récolte, parce que l'expérience ici ne montre que l'état phénologique de la plante. Mais il y a également la floraison. Ça peut jouer, des éléments peuvent influencer la floraison. Il y en a qui peuvent influencer également la fructification, voire le rendement de la plante. Donc, tout cela est à prendre en compte. Maintenant, nous avons la composition du liquide de Knops. Composition du liquide de Knops et à droite, composition du liquide de SAC. L'eau, 1000 grammes pour les deux. Nitrate de calcium, 1 gramme pour Knops. Nitrate de potassium, 1 gramme pour Knops. Phosphate monopotassique, 0,25 g pour Knops. Sulfate de magnésium, SO4, 0,25 g également. Et chlorure ferrique, FeCl3, trace. Le mot Knops que vous voyez est le nom de l'intéressé qui a mis en évidence, qui a retrouvé ce milieu nutritif complet. Et ça correspond également aux éléments, aux sels minéraux utilisés dans la composition de son milieu nutritif. C'est-à-dire le K, c'est le potassium, le N, c'est les nitrates, O, c'est les oxydes et P, c'est les phosphates. Donc, il a pris un milieu nutritif qui correspond aux lettres qui entrent dans la composition de son nom. L'autre, c'est SAX. Quand nous faisons une étude comparée, nous constatons que c'est à peu près les mêmes éléments. Seulement, pour les nitrates, il y a 2 nitrates chez Knops, les 2 premiers, alors que de l'autre côté, il n'y a qu'un seul nitrate, le nitrate de potassium. Ici, il y a 2 sulfates chez SAX, alors qu'ici, il n'y a que le sulfate de magnésium. En tout cas, ces 2 compositions diffèrent seulement de quelques différences. Sinon, à peu près, on a les mêmes constituants, les mêmes éléments minéraux. Donc, B, l'absorption. Il s'agit de l'absorption des sels minéraux. Chaque espèce de plante absorbe avec prédilection un élément. C'est sa dominante. Ici, comme je l'ai dit, on peut dire que le potassium est la dominante pour le maïs, on l'a vu. Exemple, l'azote pour le blé, phosphore pour le maïs, potassium pour la pomme de terre. Donc, si un sol est pauvre en un élément indispensable, alors qu'il est doté normalement des autres éléments, la récolte dépendra de la proportion de l'élément déficient appelé facteur minimum. C'est la loi du minimum. 1.2.2. L'absorption du carbone. Le dioxyde de carbone de l'atmosphère est absorbé au niveau des stomates des feuilles des végétaux chlorophylliens. Le dioxyde de carbone atmosphérique diffuse d'abord dans la chambre sous-stomatique et ensuite de cellule à cellule. Le dioxyde de carbone dissout ou les hydrogénocarbonates
sont absorbés par les végétaux chlorophylliens aquatiques. Donc, d'une manière générale, la plante absorbe le carbone atmosphérique. Donc, pour les végétaux aquatiques, c'est le dioxyde de carbone dissous ou encore les hydrogénocarbonates qui sont absorbés par les végétaux chlorophylliens aquatiques. Maintenant, la conclusion. Les végétaux chlorophylliens, pour se développer, utilisent des substances minérales, eau, sels minéraux, dioxyde de carbone. Ce mode de nutrition qui se fait uniquement à partir des substances minérales est appelé autotrophie. Auto veut dire soi-même. Trophie, c'est nourrir. Donc, les plantes qui sont capables de se nourrir eux-mêmes, indépendamment de tout autre être vivant. C'est là l'autotrophie, par opposition à l'hétérotrophie, où les êtres vivants dépendent d'autres êtres vivants pour leur nourriture. La dépendance par rapport à la nutrition, c'est l'hétérotrophie. Maintenant, la transpiration dépend de deux sortes de phénomènes. Phénomène physique, surface d'évaporation, température, agitation et état hygrométrique de l'air. Phénomène biologique qui modifie l'ouverture des stomates. Donc, je vous remercie.